À tous les intervenants. Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'atelier interclustering, comment diffuser la culture du financement innovant au sein des pôles et clusters industriels. Cet atelier tournera principalement autour des sujets du financement innovant. Donc, pour rappeler un petit peu de contexte, aujourd'hui, les problématiques financières des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, ont été amplifiées par le Covid, et les sujets de financement encore trop mal connus par les différents membres des différents clusters français, quelle que soit leur région, quel que soit leur domaine d'activité. Donc l'objectif de cet atelier, c'est d'apporter des réponses simples et complètes, notamment avec les intervenants qui participeront à mes côtés et que je remercie d'être présents. Donc pour commencer, je dirais un rapide mot sur le pôle finance innovation ainsi que sur les solutions de financement alternatives. On parlera ensuite de financement innovant. On rentrera dans le vif du sujet avec une première partie sur trouver le bon financement. Même si on reste dans cet écosystème du financement traditionnel, on va dire, c'est quand même important d'avoir un acteur qui accompagne les dirigeants dans leur recherche pour les orienter simplement vers les solutions les plus adaptées à leur situation. On parlera aussi du financement de l'innovation, qui est un sujet important, notamment en France aujourd'hui. On a un pays où la R&D a une place importante, et donc financer l'innovation n'est pas toujours facile. Donc on a aussi Self Innov qui nous présentera son offre d'accompagnement. On parlera aussi du financement de revenus futurs pour financer sa croissance à travers le Revenue-Based Financing, qui est un processus innovant qui est apparu assez récemment. Donc, on aura aussi une présentation de ce processus. Et pour terminer, on parlera du financement du capital, qui peut être aussi un sujet compliqué pour les entrepreneurs et plus globalement pour les dirigeants d'entreprise. Donc, comme je le disais, pour commencer, un petit mot sur le pôle finance innovation. Donc, on a le statut de pôle de compétitivité que beaucoup d'entre vous, clusters et pôles, devaient connaître. On regroupe aujourd'hui presque 600 membres, dont la plupart sont des startups TPE, PME. On regroupe aussi bien sûr les grands comptes et académiques. On délivre un label à travers les différentes filières du pôle que vous voyez actuellement sur la présentation. Donc l'activité du pôle se divise en 6 filières métiers afin d'assurer un suivi optimal de nos membres et de bien couvrir toutes les thématiques de l'écosystème financier. Donc pour rappel, notre mission au sein de cet écosystème financier, c'est d'encourager et d'accompagner l'innovation en son sein. Pour ma part, je suis chargé de la filière gestion et finances d'entreprise, dans laquelle on retrouve toutes les solutions qui adressent les directions de petites entreprises et directions financières d'entreprises plus structurées, dans le sens où les petites entreprises n'ont pas toujours une direction financière à proprement parler, et c'est souvent, je dirais, les problématiques financières sont souvent gérées par les dirigeants eux-mêmes. Donc voilà, on va retrouver toutes ces solutions de financement, de business intelligence, des solutions de RegTech, et aussi des solutions purement opérationnelles pour accompagner les dirigeants, faciliter leur process, optimiser aussi leur performance, qu'elle soit financière ou extra-financière, et pareil pour la partie direction financière de plus grandes entreprises. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur le financement lui-même, je voulais quand même dire un mot sur les financements alternatifs. Aujourd'hui, pour les entreprises qui ont des problématiques de financement, au-delà d'aller chercher du cash à proprement parler, il existe d'autres solutions qui peuvent répondre à ces problématiques. Ça passe notamment par l'optimisation des encaissements et de sa gestion opérationnelle de manière plus générale pour les entreprises dont l'activité est présente, mais où la trésorerie peut avoir des difficultés à rentrer du fait des délais de paiement notamment. Donc on va avoir des solutions de recouvrement de créances comme SideTrade, qui est une plateforme d'intelligence artificielle qui est dédiée vraiment à l'accélération du revenu, qui est nourrie de données de RP et de CRM qu'elle croise avec un historique de transactions pour pouvoir anticiper les comportements de paiement en temps réel et afin mettre en place les meilleures stratégies pour augmenter les ventes, la fidélité client et accélérer les paiements. D'un autre côté, on a aussi Oopies qui propose aux professionnels une plateforme de credit management holistique, donc plateforme de credit management jusqu'aux gestions du recouvrement. Donc voilà, chaque fois, pour chacune des thématiques, j'ai essayé de ne citer que 2 acteurs de manière à ne pas, pas vous embrouiller, mais n'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez plus d'informations sur n'importe laquelle de ces thématiques. Donc un autre moyen aussi
d'améliorer sa gestion de trésorerie, c'est de la piloter tout simplement avec des solutions comme Agicap ou CashLab. Alors si j'ai mis les deux, c'est parce qu'Agicap aujourd'hui adresse mieux les plus petites entreprises qui n'ont pas forcément un trésorier, parce qu'il faut savoir que la gestion de trésorerie, c'est quand même une expertise. Trésorier, c'est un vrai métier, ça ne s'invente pas. Et donc les solutions proposées ont des fonctionnalités plus ou moins poussées pour s'adapter aux besoins et aussi aux compétences en interne des entreprises. Donc voilà, Agicap pour les plus petites entreprises et CashLab pour les plus grandes. Et enfin, la dernière, c'est vraiment d'optimiser sa gestion financière au quotidien. Je vous ai mis deux solutions. La première qui est Libéo, que certains d'entre vous doivent connaître, qui se qualifie comme le Lydia du B2B. C'est finalement une solution de paiement inter-entreprise pour faciliter ce processus qui peut être des fois compliqué et chronophage. Et d'un autre côté, j'ai également mis iPayZapp qui propose une solution d'automatisation de la gestion comptable en prenant en charge notamment la collecte automatique, le rapprochement bancaire, le suivi de trésorerie, les notes de frais, voilà, qui peuvent être des pain points importants pour les dirigeants de petites entreprises. Sur les financements de la R&D et l'innovation, je ne m'y attarderai pas puisque Amandine de Self & Innov en parlera bien mieux que moi. Et enfin, dernière solution pour le préfinancement de la trésorerie dans un cas où l'activité repart, mais les délais de paiement restent longs et la trésorerie est garantie, mais finalement pas encore présente. On a des solutions comme Trésor2 qui propose de la facturage. Pour rappel, la facturage, c'est une solution de financement qui permet aux entreprises de bénéficier d'un paiement anticipé de leurs créances avant la date de l'échéance, en transférant finalement cette créance à un organisme financier qui va gérer ensuite le poste client, les opérations, la relance et le recouvrement si nécessaire. Et aussi Say Partners qui a développé une plateforme une solution de financement de la totalité des actifs circulants du BFR pour les PME fournisseurs d'une chaîne logistique et pour globalement financer tout le stock d'une entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment pour ce qui est des financements alternatifs. Les solutions que je vais vous présenter aujourd'hui, qui vont plutôt se présenter, sont plus amenées à générer du cash, à vous apporter des solutions concrètes. Donc on va commencer avec Fabrice de FinSearch, puisque comme je vous l'ai dit, les solutions de financement sont aujourd'hui très nombreuses pour les TPE, les PME et ETI françaises. Et donc, il est important d'avoir un acteur qui vous accompagne dans la recherche du bon financement de manière simple. Fabrice, la parole est à toi. Oui, merci beaucoup Hugo. Bonjour à tous. FinSearch, je me présente déjà, je suis le fondateur du cabinet de conseil CEFIN, Conseil Expertise Finance, qui a lancé donc une plateforme intégré de recherche de financement qui s'appelle FinSearch. Alors, c'est quoi FinSearch? C'est une plateforme intégrée qui permet à la fois de rechercher le financement qui va dépendre et qui va correspondre à votre besoin, à votre situation et à vos préférences, de manière à vous proposer les 3 meilleures solutions de financement, puis ensuite de constituer votre dossier en vous proposant les pièces les plus adaptées en fonction du projet que vous souhaitez financer, d'intégrer ces pièces dans un coffre-fort sur votre compte au sein de la plateforme pour ensuite envoyer ces demandes de financement et ce dossier de financement que vous aurez constitué grâce à FinSearch aux bons interlocuteurs et enfin piloter votre demande de financement après l'avoir envoyée grâce à un poste de pilotage intégré à votre dossier, à votre compte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché des dettes d'entreprise est un marché important, 90 milliards d'euros par an, toutes les PME et une TPE sur deux a un besoin de financement court ou moyen terme tous les ans. Ce sont des besoins qui sont croissants, qui ne sont pas forcément bien couverts par le marché traditionnel bancaire dans le financement de l'immatériel et de l'innovation. Et puis, vous avez également un retrait de ressources et d'appétit des banques pour le crédit aux TPME, particulièrement dans l'immatériel et particulièrement dans le resserrement de leur réseau de chargés d'affaires entreprises et chargés d'affaires professionnels qui fait que vous n'avez pas toujours une réponse très rapide.
D'un autre côté, vous avez un foisonnement des solutions alternatives de crédit, donc en ligne ou non, et ce qu'on va voir après. Donc, effectivement, tout cela aboutit au fait qu'on a un marché fragmenté avec 500 acteurs du financement qui proposent plus de 2500 offres dans des formats différents, avec des critères de sélection qui sont opaques et l'activité que vous exercez et où vous l'exercez a autant d'importance que vos chiffres, parce qu'on va pouvoir effectivement vous diriger vers les financements adaptés à votre secteur avec des gens qui comprennent vos besoins et qui comprennent les financements qui peuvent correspondre à vos besoins. Le temps de traitement aussi est important et là aussi c'est ce qu'on appelle ce que vous appeliez aussi Hugo, ce que tu appelais aussi un pain point, c'est effectivement de savoir combien de temps un dossier va pouvoir être en ligne et étudié par un interlocuteur avant de pouvoir être financé. Et donc, nous, notre objectif, bien évidemment, c'est de résoudre l'ensemble de ces pain points en vous indiquant, en particulier sur le temps de traitement, quels éléments d'information transmettre et à qui. Et avec une checklist bien faite, ça évite les allers et retours. Donc, notre raison d'être, c'est vraiment de faciliter l'accès au financement des entreprises à travers une plateforme qui comprend l'ensemble de ces 2500 solutions et ces 500 acteurs, entièrement digitalisée, destinée aux dirigeants, destinée à faciliter l'obtention d'un financement, accélérer la réalisation d'un projet, avec comme mots-clés la transparence, l'objectivité, l'exhaustivité et l'efficacité. Nous sommes totalement transparent dans le sens et objectif dans le sens où nous n'avons pas d'accord avec les financeurs. Nous avons intégré l'ensemble des produits de financement qui existent sur le marché français pour les traiter, obtenir tous les critères qui vont vous permettre et qui vont nous permettre de vous proposer les financements pertinents correspondant à votre situation et votre projet. Donc l'idée, le maître mot, c'est l'efficacité. Alors, ça répond donc, FinSearch, aux questions de combien et quoi, c'est-à-dire je ne sais pas combien demander et sous quelle forme, et grâce à un module de calcul simple, on va pouvoir identifier et quantifier le besoin de financement. Le Google du financement à proprement parler, c'est-à-dire de faire marcher l'algorithme à partir d'un certain nombre de questions, une quinzaine de questions, qui vont pouvoir, à partir de vos réponses, vous proposer les financements les plus adaptés à votre besoin, et sachant que ces besoins peuvent être extrêmement larges, et nous traitons vraiment l'ensemble de la gamme, c'est-à-dire un problème de court terme, donc trésorerie, DAI, escompte à facturage, financement des fournisseurs, etc., jusque à l'investissement matériel et immatériel, et entre autres donc le financement de l'innovation et le financement des besoins de mettre en place des réseaux numériques pour effectivement aller chercher de nouveaux clients sur Internet. Et puis également toute la partie financement de votre besoin de croissance, entre autres les besoins effectivement d'acquérir une cible, de trouver des partenaires financiers en capital comme en quasi-fonds propres. Et puis, in fine, et remarquez pas seulement in fine, mais aussi au départ, comment trouver des financements au départ à la création de votre entreprise et à l'autre bout de la chaîne, comment transmettre votre entreprise et quelles sont les solutions qui s'offrent à vous. La deuxième question, c'est à qui, effectivement, quels sont les partenaires financiers les plus pertinents et comment répondre à la question d'accélérer le traitement de votre demande en vous proposant donc les bonnes pièces de votre dossier à partir d'un outil de sélection, en l'envoyant à travers la plateforme avec un mail de couverture préparé et en le pilotant auprès des interlocuteurs grâce à un tableau de bord personnalisé qui reprend l'ensemble de vos demandes. Alors, on travaille, si on passe à la page suivante,
donc dans un parcours client en miroir du cycle de financement, donc avec des copies écran effectivement qui vous permettent de voir que vous obtenez les 3 meilleures solutions, avec un score de pertinence qui va vous indiquer si oui ou non la solution trouvée correspond le plus est la plus pertinente par rapport à votre besoin et votre situation, de pouvoir effectivement choisir la formule d'entrer dans cette plateforme, soit en autonomie complète, soit en accompagnement ou en accompagnement premium, et puis de vous proposer ensuite un outil de formation de votre dossier avec une possibilité de charger l'ensemble des pièces qui vont être zippées ensuite pour être intégrées au mail de couverture qui va être adressé au financeur que vous aurez sélectionné, puis enfin un outil de pilotage qui va effectivement vous permettre d'actualiser les statuts de vos demandes. Et il peut y avoir un certain nombre de demandes que vous avez faites à différents financeurs. L'idée ici, c'est de centraliser l'ensemble des demandes que vous avez faites sur un seul tableau de bord. Alors, on travaille, si on passe à la page suivante, avec un certain nombre de secteurs d'activité. On a à la fois une plateforme générique, FinSearch, que vous pouvez aller retrouver, donc finsearch.fr, qui va vous permettre d'avoir l'intégralité de toutes ces solutions et de tout le marché pour monter votre dossier. Et puis, on travaille aussi avec des syndicats professionnels pour mettre en place des plateformes adaptées. Et depuis qu'on a créé cette plateforme en novembre 2020, on a déjà créé 10 plateformes qui s'adressent à des secteurs d'activité particuliers, qui sont donc labellisés aux couleurs et aux besoins et adaptés aux besoins de ces filières dans un tas de secteurs plutôt industriels, mais pas seulement. Il y a aussi des filières aussi qui couvrent non seulement la partie fabrication et la partie distribution, B2B et B2C. Donc, on est véritablement en train de mettre en place des plateformes qui vont être en plus adaptées à chacun des secteurs d'activité pour adresser les besoins des dirigeants au plus près de là où ils sont, c'est-à-dire dans les secteurs d'activité auprès des fédérations professionnelles qui portent les besoins de ces dirigeants. On a donc 25 fédérations affectées associées avec un chiffre d'affaires au global de 35 milliards d'euros cumulés déjà de sociétés qui, à travers leur adhésion à une fédération professionnelle, vont avoir accès à ces plateformes. On a 3 formules. Une formule autonomie, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement faire l'intégralité et bénéficier de l'intégralité des services de recherche et de formation de dossiers et de suivi de vos dossiers de manière totalement gratuite, où vous allez fonctionner en autonomie. Vous créez votre compte, vous constituez votre dossier à partir des réponses qui vous ont été données, vous trouvez bien évidemment les financements adaptés et vous actualisez, vous suivez le statut de vos demandes. Si vous souhaitez un accompagnement, on peut avoir deux formules d'accompagnement. Une première formule qui consiste à vous aider à ajuster les produits exactement à votre besoin et en combiner plusieurs en effectuant un diagnostic en direct avec notre équipe pour véritablement trouver les financeurs les plus adaptés à votre situation. Vous aider également dans la constitution du dossier et à relire votre dossier de présentation financière avec votre BP, votre plan de financement, et effectuer une véritable relecture avec vous, une relecture critique qui va vous permettre d'avoir un dossier le plus adapté, le plus complet possible par rapport aux financeurs auxquels vous allez vous adresser. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, vous envoyez, suivez vos demandes auprès des financeurs sélectionnés. La troisième formule, l'accompagnement premium, c'est une formule qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire qui va vous accompagner non seulement avant dans la détermination de des produits et des financeurs qui sont les plus adaptés et la constitution du dossier, mais ensuite, après l'envoi du dossier, de pouvoir
effectivement suivre le statut, relancer les financeurs, organiser des réunions et ensuite actualiser le statut de vos demandes. C'est donc, ça s'adresse à des gens qui forcément n'ont pas le temps ni l'expertise pour s'occuper de l'ensemble de la chaîne de recherche de financement et on peut fournir ce service, on le fournit déjà à de nombreuses occasions. Merci Donc, beaucoup, Fabrice. Oui, vas-y, un petit mot pour terminer, juste peut-être. un petit mot pour dire que voilà, je suis bien évidemment à votre disposition. Je sais que déjà avec la Fédération des industries ferroviaires, on m'a parlé du cluster des entreprises du ferroviaire, à qui d'ailleurs la semaine prochaine, je vais présenter la plateforme de la Fédération des industries du ferroviaire. Je serai très heureux de pouvoir effectivement travailler avec chacun des clusters pour imaginer une plateforme labellisée cluster, France Cluster ou l'ensemble ou chacun des clusters pour effectivement fournir aux dirigeants une plateforme très globale et intégrée permettant d'offrir l'ensemble de ces services dans la recherche de financement à vos adhérents, vos membres. Merci beaucoup, Fabrice. Voilà, c'est aussi en ce sens que je voulais vous présenter FinSearch, que Fabrice, directement le dirigeant, vous présente FinSearch, parce qu'il y a vraiment cette approche cluster qui s'adapte aux besoins et aux spécificités finalement des différentes fédérations et autres clusters avec lesquels FinSearch peut être amené à travailler. Donc voilà, n'hésitez pas à me solliciter pour échanger avec Fabrice. On en vient donc à la deuxième thématique que j'évoquais en introduction, qui est le financement de l'innovation. J'ai ici mentionné deux entreprises sur cette slide. On aura une présentation de Self&Innov. Je vais juste dire un petit mot sur Neftis. Self&Innov vous accompagne finalement dans l'obtention du crédit impôt innovation, crédit impôt recherche et l'obtention du statut jeune entreprise innovante. Seulement, une fois ces subventions obtenues, elles se présente sous la forme d'un crédit d'impôt qui va arriver de nombreux mois plus tard. Et donc, on a aujourd'hui une solution qui s'appelle Neftis qui va venir préfinancer cette subvention avant qu'elle n'arrive pour ceux qui auraient un besoin de trésorerie immédiat. Donc voilà, en complément de la présentation de Self&Innov qui arrive, je pense que c'est important quand même de mentionner qu'une fois obtenu, il existe des solutions pour préfinancer l'obtention de cette subvention. Amandine, la scène est à toi. On passe directement sur le début de ta présentation. Très bien, merci beaucoup Hugo. Donc effectivement, moi je suis experte en financement de l'innovation chez Self&Innov. Je suis aussi associée de l'entreprise et ça fait une dizaine d'années que j'accompagne les entreprises sur ces recherches de financement. La particularité, si on a lancé Self&Innov, c'est parce que en fait, le crédit d'impôt recherche est très très connu, mais on se rend compte sur le terrain que la compréhension de ces dispositifs est pas toujours évidente. Donc chez Self&Innov, justement, on a proposé une approche nouvelle pour accompagner les TPE-PME. Si on vous montre l'équipe, c'est parce qu'effectivement, on a une approche qui mixe outils logiciels en ligne. On est éditeur de logiciels, mais avec derrière du conseil d'experts pour accompagner au mieux ces entreprises. Donc aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 450 entreprises, essentiellement des TPE-PME. Je pense que voilà, vous ne connaissez pas forcément tous les noms qui sont sur cette slide parce que voilà, elles sont souvent au démarrage. Ce sont des entreprises qui sont de tout secteur. Hein. On a du numérique, on a de la santé, de l'environnement, des sciences humaines et sociales, du numérique, que j'ai déjà mentionné. Voilà, et donc on est, on peut dire en quelque sorte, une consultech, hein, si on veut reprendre des mots un petit peu à la mode. Quelques mots sur le financement de l'innovation. Souvent, ce sont des dispositifs qui, de prime abord, ne font pas rêver. On parle de fiscalité de l'innovation, mais en fait, ce sont des dispositifs qui sont très, très intéressants. Effectivement, on peut passer à la slide suivante. Si on avait, voilà, si on a quelques métriques, les entreprises qu'on accompagne vont récupérer des montants sur du crédit d'impôt entre 35 et 50 000 euros. Hein. Donc, on parle de TPE-PME. Ce n'est pas des montants qui sont anecdotiques pour ces types d'entreprises. Ou 50 000 euros pour un statut de jeune entreprise innovante. Pour
Pour se rendre compte de l'intérêt, on peut garder en tête une donnée, c'est que pour l'embauche d'un ingénieur ou un développeur dans votre équipe, qui va consacrer la quasi-totalité de son temps à faire du développement, ce qui est le cas dans les entreprises qui font de l'innovation, vous pouvez récupérer à minima 13 000 € en crédit d'impôt innovation. Donc effectivement, ça fait 2 ou 3 développeurs, vous voyez que ces montants peuvent être très vite grimpés. Après, voilà, quand on part sur des crédits d'impôt recherche, c'est des montants qui vont monter un petit peu, 20 000 €. Et si on est sur du crédit d'impôt recherche et du statut de jeune entreprise innovante, on peut monter voilà, 26 000 € pour l'embauche d'une personne. La mécanique est simple, hein, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, c'est un crédit d'impôt. Même si vous ne payez pas d'IS, en tout cas si vous n'êtes pas encore bénéficiaire, hein, vous n'êtes pas encore de bénéfice, votre impôt est à 0, l'État vous rembourse la créance. Donc on parle vraiment d'un apport de trésorerie dès le dépôt des déclarations. Et pour le statut de jeune entreprise innovante, ce sont des exonérations de cotisations sociales qui fait que vous allez alléger le coût du chercheur. Donc, une fois qu'on a jugé que les enjeux étaient intéressants, la question qui se pose, c'est comment je fais pour en bénéficier? L'administration a des critères qui sont bien précis. Bon, là, on a quelques minutes, hein, je ne vais pas vous faire tout le Yalus, mais l'idée, c'est de savoir justement aujourd'hui, est-ce que ça sent bon la R&D ou est-ce que ça sent bon l'innovation au sein des entreprises et est-ce qu'on va pouvoir récupérer du financement? Quelques indications un peu concrètes. Si vous avez des ingénieurs ou des docteurs dans votre équipe, si vous vous intéressez à des problématiques un petit peu complexes, dans tout domaine, ça peut être de l'IA, du développement, de la recherche avec des labos publics, du machine learning, tout ce qui peut être un petit peu de deep tech. Si vous êtes capable de dire que vous avez des verrous technologiques à lever, ça sent bon la R&D. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir accès au dispositif du crédit d'impôt recherche et statut d'une entreprise innovante. Ce dispositif est un petit peu élitiste et souvent on oublie son petit frère, qui est le crédit d'impôt innovation. Et donc là, les critères sont beaucoup plus larges. Le crédit d'impôt innovation va couvrir des travaux de conception de prototypes. De prototypes logiciels, donc qui peut être immatériel, ou de prototypes de produits. Et la considération, ce n'est pas de se dire qu'on a des problèmes complexes à résoudre, mais c'est de se dire je suis capable de me différencier par rapport à la concurrence. On n'est pas obligé d'avoir des ingénieurs ou des docteurs, on peut avoir tout type de profil, des techniciens, des UI designers, des développeurs, etc. Donc si vous savez que sentez que ça sent bon la R&D ou l'innovation, ça vaut le coup de s'intéresser à ces dispositifs. Je voulais prendre quelques minutes pour faire un focus sur le crédit d'impôt innovation parce que c'est un dispositif qui est largement méconnu. Il y a beaucoup d'entreprises qui passent à côté, justement par méconnaissance du dispositif, par peur en fait de s'engager dans ce type de démarche. Le crédit d'impôt innovation, si on a une chose à retenir, c'est je suis capable de démontrer que mon produit se différencie d'un point de vue technique par rapport à la concurrence. En tout cas, j'ai une proposition de valeur supérieure d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'éco-conception, pardon, ou de l'ergonomie ou encore des fonctionnalités, notamment dans le développement logiciel. Si je suis capable de démontrer par une étude produit que je me différencie, je peux récupérer du crédit d'impôt innovation. Donc, on se rend compte que c'est un dispositif qui est très large. Et donc, s'il y avait une deuxième chose à retenir, c'est qu'il faut s'intéresser au crédit d'impôt innovation. Ensuite, comment ça marche? C'est très simple. Hein, pour récupérer ce crédit d'impôt innovation, il faut monter un dossier. Et donc, c'est là qu'on intervient avec notre plateforme Self&Innov. Et vous avez différentes étapes. La première, c'est que, en tout cas, je vous invite à largement aller vous faire tester. Alors, pas pour le Covid cette fois-ci, mais pour le crédit d'impôt. Vous avez deux types de tests que vous pouvez faire en ligne. Une estimation concrète des montants que vous pouvez récupérer. Vous allez pouvoir mettre, j'ai 2 ingénieurs à mi-temps sur un projet d'innovation. On va vous dire concrètement combien vous allez pouvoir récupérer. Donc, c'est des tests que vous pouvez faire en ligne en quelques minutes et d'aller voir un taux d'adéquation sur du crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation ou statut de jeune entreprise innovante. Est-ce que ça sent bon, la R&D ou l'innovation pour vous? Ça, c'est des tests que vous pouvez faire gratuitement en ligne. Donc, je vous invite à aller vous tester largement. Ensuite, si effectivement le jeu en vaut la chandelle, hein, vous avez 30 000 € à récupérer sur des crédits d'impôt innovation, on a une suite de logiciels qui vont vous aider à monter très facilement ce dossier-là
avec un accompagnement sur le financier et le technique qui est couplé à du conseil d'experts pour vous accompagner et vous sécuriser. Je crois que le micro est... Avec le micro, c'est mieux, effectivement. Merci beaucoup, Amandine, pour la présentation. Juste pour le préciser, ça n'a pas été précisé pendant la présentation, mais si je vous parle de ça, si j'ai encouragé Self-Innov à venir présenter sa solution, c'est parce que historiquement, c'était principalement des cabinets de conseil qui proposaient de l'accompagnement sur l'obtention de ces subventions. Qui dit cabinet de conseil dit souvent des tarifs qui ne sont pas forcément adaptés à des petites entreprises. Et Self-Innov, c'est aussi là que réside son innovation, aussi bien dans la simplicité que dans les prix. Pour l'obtention de ces différentes subventions, donc bien plus adaptées aux petites entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, comme vous avez pu le voir sur la liste des différentes entreprises accompagnées. Merci à toi, Amandine, pour cette présentation. On passe du coup à la prochaine grande thématique qui est le financement de sa croissance grâce à ses revenus futurs avec un dispositif, un processus qui s'appelle le Revenue-Based Financing, processus assez innovant arrivé récemment en France, traité par seulement quelques acteurs que je vais laisser Baptiste présenter plus en détail. Merci beaucoup Baptiste d'être présent. Super, merci Hugo, bonjour à tous. Donc, en effet, avec Carmen, on a créé une solution de revenue-based financing. Donc, comme son nom l'indique, c'est du financement qui est indexé sur les revenus des entreprises. C'est un schéma de financement qui existe depuis maintenant quelques années aux États-Unis, qui devient mature aux États-Unis, mais qui commence seulement à arriver en France. Ça existe sur deux verticales, deux typologies d'entreprises. La première, c'est plutôt les entreprises qui vendent en ligne, donc les e-commerçants. Et la deuxième typologie qu'on adresse avec Carmen, c'est la typologie des entreprises qui ont des revenus récurrents, donc souvent avec des dynamiques d'abonnement. Et les SaaS, les entreprises du logiciel, en premier lieu. Le constat, c'est quoi? Le constat, c'est que ces entreprises qui sont des entreprises du logiciel sont des entreprises tech qui n'ont en général pas ou très peu d'actifs tangibles. De ce fait, c'est aussi des entreprises qui sont en très forte croissance et qui sont souvent pas ou peu rentables. Donc, c'est pour ça que ces entreprises ne peuvent pas aller voir des banques pour obtenir du crédit bancaire. Car les banques demandent, comme vous le savez, un certain historique, les 3 dernières liasses fiscales, par exemple, et il faut que l'activité soit rentable. Donc, les deux alternatives pour ces entreprises du digital qui ont des revenus récurrents, c'est soit de lever des fonds auprès d'investisseurs, mais c'est assez cher parce que c'est dilutif. Et l'autre alternative, c'est de rester autofinancé. Et donc, c'est d'avoir une croissance assez peu élevée. Mais en général, ces entreprises-là souhaitent avoir des trajectoires de croissance beaucoup plus importantes. Donc, à partir de ce constat-là, nous, avec Carmen, on a vu une opportunité, et notamment sur les entreprises qui ont des revenus récurrents, parce qu'en fait, le modèle de l'abonnement, comme vous le savez, c'est un modèle qui commence à devenir de plus en plus présent sur toutes les verticales de consommation, que ce soit dans les médias, dans les jeux vidéo, dans les logiciels, même dans la mobilité. Et en fait, le modèle de l'abonnement, il a plusieurs vertus, puisque avec un modèle par abonnement, les revenus des entreprises sont récurrents, avec une facturation périodique, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Les revenus sont donc prévisibles et surtout, avec de l'abonnement, on a beaucoup de données et d'informations sur les entreprises. On peut par exemple savoir précisément qui s'est abonné à quel service, qui s'est désabonné de ce service et ça de manière historique et aussi en temps réel. Et en fait, avec Carmen, et c'est la slide d'après, on se sert de ces informations pour permettre de donner des offres de financement à ces entreprises. Donc, très concrètement, ce qu'on fait avec Carmen, c'est que
On analyse donc les abonnements et les revenus récurrents de ces entreprises pour leur faire les meilleures offres de financement. Donc, je prends un exemple très concret. Si une entreprise fait 100 000 € de chiffre d'affaires récurrent tous les mois, ça fait donc 1 200 000 à l'année. Et ben, avec Carmen, on va pouvoir leur financer de manière immédiate une avance de trésorerie de 40%, donc dans mon exemple, 480 000 €, qui va leur servir pour financer leur croissance. Ça peut être faire des campagnes marketing sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ça peut être aussi recruter un profil ou 2 profils commerciaux pour signer plus de clients et donc leur permettre de se développer à leur rythme et tout ça de manière non dilutive. Sur la slide d'après, nous, notre objectif avec Carmen, c'est de révolutionner l'octroi de crédit aux entreprises. Comme vous le savez, pour l'instant, l'octroi de crédit aux entreprises, il est réservé à une minorité d'entreprises qui sont des entreprises avec des actifs tangibles, avec un profil de croissance assez mesuré et surtout qui sont rentables. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur des données innovantes, des données par exemple d'open banking, qui nous permet en fait de récolter des données en temps réel et tout ça de manière digitale, hyper simplifiée pour le client, pour lui faire les meilleures offres de financement. Ces données, justement, c'est la slide d'après. Ça nous provient de différents outils. C'est les outils que les entreprises utilisent. Typiquement, on s'intègre nativement à leurs outils de facturation lorsqu'elles ont une facturation mensuelle. On arrive aussi à lire en lecture seule leurs informations bancaires en temps réel. C'est le cas maintenant depuis la directive européenne DSP2. Et enfin, on lit aussi, on récolte leurs données comptables et leurs données analytiques pour avoir justement une vision en temps réel et à 360 degrés de leur santé financière et opérationnelle. Et c'est en ça qu'on est différent d'une banque et qu'on peut se permettre de faire des offres compétitives et rapides. Si on va sur la slide d'après, on voit justement la différence entre Carmen dans la deuxième colonne et le prêt bancaire et aussi les investisseurs en capital risque, les VC. Donc Carmen, c'est du financement qui est rapide. On peut financer en 48 heures, qui est transparent avec une commission fixe annuelle entre 8 et 11% selon le profil de risque. C'est aussi du financement qui est beaucoup plus démocratisé que le crédit bancaire, qui est réservé à des entreprises rentables avec des actifs tangibles et beaucoup plus aussi accessible que les investissements en capital risque qui sont destinés aux futures licornes de demain. Et enfin, Carmen, pour le moment, c'est du financement qui est relativement court terme sur une durée de 6 mois. Avec Carmen, donc, on finance des entreprises, comme vous l'avez compris, qui ont des revenus récurrents avec des dynamiques d'abonnement. Et en premier lieu, les éditeurs de logiciels, plutôt en B2B, qui ont une forte croissance, qui font un chiffre d'affaires entre 100 000 et 10 millions annuels et qui, comme je le disais, sont mal servis par le secteur bancaire traditionnel. Donc, c'est des entreprises qui sont soit autofinancées, qui ont fait le choix de ne pas ouvrir leur capital, mais c'est aussi des entreprises qui, justement, ont fait le choix de lever des fonds auprès d'investisseurs en capital risque. Dans ce cas-là, on leur permet de rester, d'avoir plus de trésorerie pour retarder leur prochaine levée de fonds ou même d'annuler leur prochaine levée de fonds pour garder au maximum le contrôle de leur entreprise. On finance, comme je le disais, des dépenses marketing et aussi des dépenses de recrutement, notamment dans les équipes commerciales qui ont un retour sur investissement relativement rapide. Ça sert donc à nos clients pour acquérir leurs propres clients finaux. Ça leur permet aussi de retenir leurs clients existants et de faire des ventes additionnelles. Donc voilà pour notre solution de financement qui, comme vous l'avez compris, n'est pas dilutif, mais ce n'est pas non plus tout à fait de la dette bancaire au sens où
en fait, on a un délai de remboursement qui est plus court terme, jusqu'à 12 mois, et avec une récolte des données hyper simplifiée et digitale, ce qui permet en fait d'avoir un processus en 48 heures, là où parfois il faut attendre une trentaine, une soixantaine de jours pour avoir une réponse d'un financement bancaire auprès d'un acteur classique. Merci beaucoup Baptiste pour cette présentation. Effectivement, le revenue-based financing, c'est un processus vraiment très innovant. Il était temps qu'il arrive dans l'écosystème français, de par son statut, hein, comme tu l'as dit, qui n'est finalement ni de la levée de fonds, ni de la dette, mais qui est voilà, un petit peu de tout finalement, et qui permet du coup à des entreprises de se financer assez simplement, assez rapidement, quel que soit finalement aussi leur domaine, puisque on parle d'abonnement et de e-commerce, mais ça peut du coup concerner beaucoup d'industries différentes dans beaucoup de régions, quelle que soit la taille d'une entreprise finalement, tant qu'il y a un lien direct entre ses dépenses et les revenus qui sont générés par ces dépenses, ou qu'il y a un modèle d'abonnement comme tu le disais si bien. Merci Baptiste pour cette présentation de Carmen et plus globalement du revenue-based financing. Pour finir, on va donc traiter le financement du capital avec Jean Salva, reconnu dans l'écosystème financier comme le père de la bourse, et Didier Salva, du coup fils de la bourse, qui vont donc nous parler du carnet d'annonces et aussi de leur initiative assez globalement autour de l'économie circulaire et de la finance circulaire, qui a été vraiment créée par C2IB et portée par C2IB au cours des dernières décennies. Et donc voilà, il y a une réelle pertinence dans le sens où beaucoup de clusters ont une implantation régionale et territoriale importante. Cette notion de finance circulaire est d'autant plus pertinente pour les différents acteurs de ces clusters. Messieurs, c'est à vous. Oui, bonjour. C2IB existe depuis 1982 et c'était un expert dans le mécanisme des fonds propres. Les fonds propres, on sait, c'est le mécanisme, les grandes sociétés collectent des fonds propres grâce à la bourse. La bourse est un moyen de collecter, de rassembler les particuliers et leur proposer de mettre leur épargne dans des entreprises. Généralement, ce sont des entreprises performantes et qui ont des perspectives de développement, et les particuliers recherchent donc ce type d'entreprise avec des possibilités d'investir rapidement et de sortir rapidement. L'intérêt pour les entreprises, les fonds propres, on n'en a pas à les rembourser. Le C2IB existe, a créé parallèlement, et depuis en 1990, l'association Lovenet. Lovenet, c'est une association qui avait pour but de motiver les particuliers à investir justement dans les PME qui ne sont pas cotées et qui n'ont pas de moyens de trouver des fonds propres par la bourse. Nous avons mis en place depuis de longues années un mécanisme de bourse sans la bourse, c'est-à-dire que le carnet d'annonces. Didier Salva va vous expliquer le carnet d'annonces. Oui, c'est peut-être le slide suivant, si vous voulez bien. Du coup, le carnet d'annonces, c'est donc le reflet, le copier-coller d'un carnet d'ordre, en fait. Un carnet d'ordre, ceux qui boursicotent un petit peu, donc comme disait Jean, il y a eu jusqu'à 9 millions d'actionnaires individuels directs de sociétés cotées, fin des années 80. C2IB a contribué, on ne va pas revenir dans l'histoire. Donc, carnet d'annonces, en fait, c'est une mini-bourse digitale qui a été labellisée par Finance Innovation il y a quelques années et qui est un marchepied pour l'introduction en bourse. C'est un petit peu une mini-bourse digitale d'acclimatation pour les entreprises. Ça se présente sur un site, une entreprise qu'on vient d'aider, Veracash. Si vous allez sur leur site, vous verrez un onglet Société et un choix espace actionnaire. Et là, il apparaît donc, ce qu'on appelle le carnet d'annonces. C'est un endroit où on achète, où on vend, en direct, de gré à gré, sans intermédiaire. C2IB, là-dedans, joue le rôle de veiller au tient déjà tout d'abord la clé, le socle, un petit peu de ce carnet d'annonces, c'est le registre des mouvements de titres, plus connu sous le registre d'actionnaires. Toutes les sociétés par action ont un registre d'actionnaires, qui est dans un registre coté par affaire, en théorie, enfin juridiquement. La plupart tiennent ça sur Excel.
Et donc, nous, on a développé un logiciel qui gérait jusqu'à 30 000 actionnaires. On gère toujours des sociétés cotées et non cotées. Donc, c'est assez important pour assurer la véracité des annonces de vente d'actions, évidemment, de s'assurer que les vendeurs existent bien. Le côté acheteur, pareil, donc les personnes s'enregistrent, il y a KYC à accomplir. Et dans la pratique, donc, ce carnet d'annonces, c'est un petit peu une mini-bourse qui respecte au pied de l'esprit les règles d'un côté de l'AMF, de l'autre côté d'Euronext, et qui se met en place assez simplement, qui s'adresse à des entreprises donc, dans les territoires. Effectivement, depuis le virus, là, il réapparaît un petit peu la notion de territoire. Les gens sont un petit peu, peut-être moins voyagés. Et nous, cette notion de territoire, on a toujours attaché de l'importance. À l'époque où on introduisait des sociétés sur les bourses régionales, c'était les habitants de la région qui investissaient dans les PME locales, grâce un petit peu aux initiatives de C2IB qui ont fait vivre ces bourses régionales orientées dans les PME. Et ce carnet d'annonces, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose par Internet, tout simplement. À l'époque, c'était des bourses physiques, Lille, Marseille, Nantes, etc. Là, aujourd'hui, chaque entreprise pourrait avoir sa bourse digitale. Quoi dire, je te laisse enchaîner peut-être? Oui, simplement, précision, ces carnets d'annonces, les clusters peuvent l'utiliser en le mettant sur leur site. C'est-à-dire que désormais, grâce à ce concept d'épargne circulaire, de finance circulaire, d'ailleurs le mot finance circulaire, vous ne trouverez pas dans Google parce que c'est une expression que nous avons lancée il y a 6 mois. Et finalement, finance circulaire, ça vient de l'économie circulaire. C'est circulaire, ça veut dire recycler ce qui n'est pas utilisé ou mal utilisé et faire des économies d'énergie, ou pour la finance, c'est recycler l'épargne qui est investie et disponible dans les comptes bancaires. Le ministre, l'épargne de ménage, on a des chiffres officiels de récemment et tout le monde les connaît. Il y a 110 milliards d'épargne de précaution qui sont indisponibles, qui pourraient être utilisés par les entreprises et qui restent dans un coin sans être bien rentabilisés. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est l'épargne circulaire. La finance circulaire, c'est de permettre que l'épargne locale dans les communes, dans les villes, et bien des particuliers, soit utilisée et ne soit pas placée dans des comptes d'épargne où dorment sans être rentabilisés. Donc, elle va être étudiée. L'objectif, qui est l'épargne locale, reste sur les territoires. Peut-être qu'on peut passer au slide suivant ou rester sur... Oui, très bien. Donc là, effectivement, on revient un petit peu sur l'outil qui permet de rendre librement négociables les actions, d'apporter une certaine liquidité, comme à la bourse, en fait. Notre mini-bourse digitale ou carnet d'annonces qui s'installe directement sur le site d'une entreprise. Ça apporte, la bourse, c'est un peu plus visible, puisque c'est quoi l'intérêt d'être coté? C'est amener de la notoriété, déjà, d'amener de la liquidité pour les anciens actionnaires ou les fondateurs, et puis d'amener des fonds propres. Bien sûr, 3 choses. C'est le cas. Alors, effectivement, il y a une dilution. Chacun est libre de garder 100% du capital, jamais de diluer. Et ça arrive qu'il y a des entreprises qui sont un petit peu ultra parano et qui ont des dirigeants et qui arrivent finalement à déposer le bilan et tout perdre. Après, c'est une question de calcul, de stratégie. Il y a mille et une manières de voir les choses. Nous, on pense que l'intérêt, c'est quand même parfois d'ouvrir un petit peu le capital, de partager le capital de l'entreprise aux salariés, pourquoi pas déjà, à l'épargne locale, et puis pourquoi pas dans le public. Donc, c'est des choses qui s'apprennent. Après, il faut peser le pour et le contre. Pour ça, on organise des formations. Sur ce slide, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, voilà, on a un exemple. On peut peut-être passer au dernier slide, Hugo, comme ça on fait le tour. Et donc, sur ce dernier slide que Hugo va faire apparaître.
c'était la dernière que j'avais, Enfin, à moins qu'une m'ait échappé. c'est pas moi qui l'ai mal envoyé, mais c'était donc les raisons de nous contacter. Pour les pôles de compétitivité, c'est en savoir un peu plus. Pourquoi pas faire un test sur une ou deux entreprises de leur giron? Il y a, je crois, une quarantaine de pôles, et puis, enfin, c'est toi qui connaîtras tout ça parfaitement. Enfin, immanquablement, dans chaque pôle, il y a forcément des entreprises qui auraient intérêt à connaître l'existence de ce mécanisme, la bourse, d'abord le carnet d'annonces, et pour faire ensuite les émetteurs eux-mêmes, les entreprises, peuvent nous contacter pour aller plus loin, voire diagnostiquer. Là aussi, comme on l'a vu dans nos deux orateurs précédents, on fait également des diagnostics gratuits pour voir si c'est en quelques instants, relativement, si l'entreprise a des perspectives de développement, si elle est très très jeune, en principe, on ne va pas la retenir, l'entreprise. Il faut quand même on veille quand même à l'intérêt des dirigeants, mais aux actionnaires individuels. Il y a certains critères et donc n'hésitez pas à nous interroger pour en savoir plus. L'intérêt de ce concept, c'est qu'il n'y a pas de frais pour les investisseurs, pour les particuliers, et il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire, ça veut dire que pour l'entreprise, elle peut faire des augmentations de capital récurrentes. Ce n'est pas uniquement un on-shoot, mais elle peut, en fonction, dans le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, continuer à faire des augmentations de capital qui sont justement programmées. Et C2JB fait l'ingénierie pour suggérer à l'entreprise comment lever les capitaux, à quel prix, dans quelles conditions. Et finalement, c'est un moyen pour l'entreprise de se préparer éventuellement un jour à l'introduction en bourse si elle a envie. Si elle n'a pas envie, il faudra continuer surveiller la pérennité de l'entreprise car les épargnants doivent être protégés et doivent avoir la possibilité d'une rentabilité, un dividende ou une plus-value, et pour surtout pouvoir, non pas de dire j'investis dans une entreprise, je ne pourrai pas revendre ou je n'aurai pas de plus-value. L'objectif, c'est j'investis dans une entreprise parce que j'accompagne la croissance économique locale et je bénéficie ainsi des potentiels d'entreprises dynamiques. Merci beaucoup, messieurs. Donc voilà, comme l'expliquait si bien messieurs, l'objectif c'est vraiment de démystifier finalement ces augmentations de capital et d'en simplifier le processus tout en encourageant l'épargne locale et en mettant en avant vraiment le renforcement des différents écosystèmes régionaux, ce qui est aussi une des missions des différents clusters français qui sont présents chez France Cluster. Donc voilà, merci beaucoup à tous les deux messieurs pour votre présentation. C'était donc la dernière présentation. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter directement si vous souhaitez en savoir plus sur une des entreprises qui a été présentée ou être mis en relation avec elle. Ou voilà, évidemment la présentation n'était pas exhaustive. 1 heure reste un laps de temps malheureusement un petit peu court pour présenter toutes les solutions qui existent. Je pense avoir quand même présenté un tour d'horizon assez complet des différentes innovations qui existent aujourd'hui, aussi bien sur l'innovation que l'equity ou la dette, un petit peu en partie avec le revenue-based financing. Donc voilà, si certains de vos membres, vous en tant que cluster, ont des besoins en particulier sur la partie financière, aussi bien sur le financement que d'autres problématiques plus opérationnelles, n'hésitez pas à solliciter Finance Innovation et on fera de notre mieux pour répondre à leurs attentes et à leur offrir des solutions simples, moins coûteuses que les solutions traditionnelles pour répondre à leurs différentes problématiques. Merci à tous et voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas à solliciter le pôle Finance Innovation pour plus d'informations.